Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell, je reçois Louis Debouzy. Salut Louis. Salut François. Alors moi je t'ai connu en écoutant différents podcasts, soit dans lesquels tu as intervenu, soit que tu as animé, que j'ai beaucoup apprécié. Tu as un parcours assez atypique et sympathique. Je vais te laisser te présenter et puis nous parler de tes différentes aventures entrepreneuriales. Ouais, avec plaisir. Écoute, donc Louis, j'ai 32 ans aujourd'hui. Donc j'ai créé une première société qui s'appelle Amabilis et qui faisait du recrutement d'auxiliaires de vie. Donc moi, je suis moi-même en situation de handicap depuis maintenant 10 ans et j'ai créé à l'époque en fait le service que j'aurais aimé avoir quand j'étais moi-même client de ces structures d'aide à domicile. Voilà, avant ça, j'avais fait Sciences Po, un master en finance et j'avais quelques expériences en banque d'affaires et en cabinet d'avocat d'affaires. D'accord. Les services que tu trouvais n'étaient pas à la hauteur. Tu avais été habitué à des services premium peut-être dans d'autres pays. Ça s'est passé comment? Les services n'étaient pas à la hauteur parce qu'ils n'étaient pas fiables. Quand on est handicapé, on a besoin de fiabilité, on compte sur des gens pour se laver, s'habiller, manger, faire les courses. Systématiquement, les gens ne venaient pas, me plantaient. Et le problème se situait au niveau des intervenants, mais aussi au niveau de l'encadrement. C'est-à-dire que voilà, les gens ne venaient pas, mais en plus l'encadrement n'était pas au niveau. Les managers étaient proches de zéro en termes de qualité, de prise en charge, de service, de suivi. Et moi, j'avais été marqué par mon expérience à New York. J'avais passé un an là-bas et j'avais été marqué par l'importance du service de façon générale, hein, pas forcément que dans l'aide à domicile, mais de façon générale, dans les restaurants, dans les magasins, dans les boutiques, peu importe, les gens sont excellents d'un point de vue commercial. Alors, les mauvaises langues, les gens aigris te disent que c'est parce que ils sont intéressés, qu'ils ont des tips, etc. Je m'en branle, tant mieux. Et j'ai envie de leur donner encore plus, tu vois. Le résultat, c'est que voilà, le service est impeccable. Les gens te sautent dessus, mais je veux dire positivement, pour écouter tes besoins, comprendre ce que tu as envie d'acheter, de pas acheter, c'est pas grave, tu reviens la prochaine fois. Et ça, j'avais adoré. La fameuse culture nord-américaine du service. Exactement. Et donc Amabilis, tu l'as créé. Ça s'est passé comment cette création? C'est d'abord pour toi ou tout de suite avec vocation d'adresser la communauté des personnes dans ta situation? Mais en fait, donc je fais appel à ces boîtes-là quand je suis étudiant, ça marche pas. Donc je commence à recruter en direct, en mettant des annonces, en essayant dans mes réseaux, etc., de trouver des gens. Ça se passe plutôt bien. Je me dis, bah, si ça se passe bien pour moi, pourquoi ne pas le faire pour les autres? Bon, moi, ça faisait un moment que j'avais envie d'entreprendre. J'avais plusieurs projets qui n'avaient rien à voir avec Amabilis. Mais du coup, Amabilis faisait partie de ces. À l'époque, j'avais 3 projets qui étaient vraiment aboutis. Et, euh, et donc voilà, donc je commence en 2015. Et donc, bah, au début, t'as pas de clients, t'as pas de salariés. Puis un beau jour, t'as un appel. Je trouve ça vraiment magique. Enfin, c'est vraiment magique. C'est-à-dire que du jour au lendemain, t'appelles, on te dit, bah, j'ai besoin de tes services. Et donc, bah, c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire, faut-il commencer par trouver des clients ou par trouver des salariés? Bon, bah, moi, j'étais parti plutôt pour trouver des clients. Et donc, bah, voilà, après, en l'occurrence, j'ai fait donc patienter mes premiers clients, voilà, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps du coup de rencontrer des gens. Et donc, à l'époque, j'avais pas de bureau, j'avais pas d'argent. Je commençais avec 20 000 € que j'ai mis du coup dans le capital. Et donc 10 000 € en capital et 10 000 € en compte courant. Et, euh, et donc voilà, je me souviens, le hall de mon immeuble était rempli de gens qui venaient passer des entretiens. Et donc, je me souviens, genre 15 minutes, tu vois, d'entretien, genre, j'enchaînais genre toute la journée pour un maximum de potentiels candidats. Donc, c'était un peu Les ça. candidats, c'était des personnes qui ont quelle fonction pour qu'on se projette bien? C'est des aidants ponctuels, c'est des aidants permanents. Ouais, donc ce sont des auxiliaires de vie, donc des personnes qui sont en charge de l'accompagnement. Euh, donc, nous, on avait décomposé ça en 2 types de prestations. Les prestations du coup de nursing, donc toilette, habillage principalement, et les prestations de confort, qui sont l'aide aux courses, l'aide au repas,
l'aide à l'entretien, l'accompagnement au rendez-vous, et cetera. C'est vraiment ces 2 types de prestations qu'on proposait à nos clients. Au début, je savais pas trop, je voulais faire, tout type de dépendance. Puis assez rapidement, j'ai même accepté de faire du ménage, après du jardinage, du babysitting, enfin genre puis je me suis dit: «Bon, en fait, on va faire tout», tu vois? On va faire tous les services à la personne. Puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas, qu'on n'arrivait pas à délivrer de la qualité, tu vois? En faisant, 1/2 heure de jardinage, 1 heure de babysitting, de ménage, de trucs, de machin et en fait, on s'est assez rapidement, spécialisé dans la prise en charge tu vois, de la grande dépendance. Donc de gens qui sont très dépendants, des personnes âgées, des personnes handicapées, qui avaient besoin de 3, 4, 7, 12, 24 heures par jour, parfois, d'aide à domicile. Comment tu as justement trouvé tes premiers clients? Alors mon premier client, ça remonte, c'était en 2000 bientôt 10 ans. Mon premier client, c'était mon kiné qui me l'avait orienté. Ça, c'était mon premier client et sinon, c'était via une plateforme qui s'appelait Je me propose. J'avais mis une annonce, je sais pas si elle existe toujours et une de mes premières clientes m'avait appelé, m'avait contacté via cette annonce. Et après, du coup, les autres clients sont arrivés par ces mêmes canaux, de la recommandation et des plateformes où tu as structuré une démarche de référencement peut-être ou une démarche commerciale au sein de la société? Alors nous, on fonctionnait beaucoup avec les prescripteurs, donc assistante sociale, infirmier, médecin parfois des commerçants de proximité. Donc c'est vraiment un business à l'ancienne. Il faut, contacter toutes les assistantes sociales, les rencontrer, leur donner des flyers, leur envoyer des mails, se rappeler leurs bons souvenirs, très régulièrement, tu vois? Et ça, c'était toi Donc qui le faisais ou c'était une équipe commerciale? les 3 premières années, c'était moi qui faisais ça, notamment la première année dans mon salon avec mon tableur Excel et mon petit, et les petites mains et après donc j'ai comme la première, deuxième année, j'ai recruté une personne en charge du commercial, donc qui le faisait avec moi Hmm. et puis progressivement, tu vois, on a structuré, on a ouvert plusieurs agences, et donc avec à chaque fois des personnes qui étaient en charge de ça. Amabilis, tu l'as amené de 0 à quelle taille? De 0 à 5,5 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Et en termes de nombre de personnes, pour qu'on se projette? On était à la fin, quand j'ai vendu en 2022, on était 250 employés. Au total, on a dû recruter je sais pas, entre 2 et 3 000 salariés, je pense, sur la durée. Les 250 employés, ils étaient répartis qu'en région parisienne, un peu partout en France? C'était 70% à Paris, 92, et ensuite on avait des agences à Lille, Montpellier, Rennes, Marseille. D'accord. Tu t'es associé ou c'était un choix de ta part de ne pas l'être? Je voulais m'associer, ça, j'ai pas trouvé ça a pas fité avec les amis ou les connaissances que j'ai rencontrées avec qui on avait potentiellement parlé de ça. Donc je me suis lancé seul. Et c'était quelque chose qui t'a pesé d'être seul ou tu avais un soutien autour de toi qui te permettait de décompresser par rapport au stress qu'en tant que dirigeant on peut rencontrer? Euh, non, je crois que c'est mieux quand même dans l'idéal d'être à deux, parce que sans faire la victime ou sans faire, voilà, c'est dur l'entrepreneuriat. Oui, c'est dur l'entrepreneuriat, c'est vraiment très dur même. Et le fait d'être seul, euh, partager, euh, partager tes réussites, partager tes défaites, tes déboires avec ta famille, tes amis, c'est pas pareil. Parce qu'ils sont pas dans le même bateau que toi, ils sont pas associés, ils sont pas responsables de ces 100, 200, 250 salariés, tu vois. Et donc ouais, parfois c'est dur. Alors après, hier, tu vois, je parlais avec un entrepreneur qui me disait qu'ils étaient associés. Enfin, ils étaient trois associés et qu'ils se parlaient jamais. Enfin, en tout cas, ils se disaient jamais quand ça n'allait pas. Donc bon, j'imagine que c'est pas parce que tu as des associés que tu vas te confier, mais bon, quand même, ça permet d'abord de répartir la charge de travail
Et ensuite, quand même, je pense que en règle générale, de répartir la charge mentale. Ça l'intérêt, c'est répartir la charge de travail et répartir la charge mentale, tu vois. Quand tu es parti, tu avais déjà eu des expériences de management ou pas avant? Non, Et non, donc, du jamais. coup, comment on se structure pour passer de 0 personnes à 250 personnes? Est-ce qu'il y a eu des recrutements qui ont été plus structurants que d'autres, qui ont permis en fait de justement ouvrir des agences et être dans une phase de conquête? Écoute, je sais pas s'il y a eu des recrutements qui ont été, décisifs. C'est sûr que la clé, c'est de s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi. Bon, moi, j'ai fait toutes les conneries, possibles, que les entrepreneurs, souvent font. J'ai promu, tu vois, des gens, qui étaient très bons dans leur domaine. Je les ai promus à des positions de directeur. Évidemment, c'était une catastrophe. Heu, je me suis entouré de gens qui, comme j'avais pas d'argent, que j'étais dans une mentalité un peu, enfin, sans avec beaucoup de respect, mais moi, j'étais un peu en mode paysan, tu vois? Genre, j'avance progressivement, je fais preuve de beaucoup de bon sens et puis, tu vois, en plus, à l'époque, c'était la folie, des levées, des startups et cetera en 2015 et donc je me disais: «Putain, en fait, j'ai rien compris, genre, en fait, il faudrait que je fasse comme mes potes», genre, heu, tu vois, moi, j'étais en mode chiffre d'affaires, rentabilité. J'étais obsédé par la rentabilité, tu vois? Je sais: «Mais combien on fait de profit? Comment on va faire pour payer les gens?» et cetera et tu vois, mes potes ou mes connaissances me disaient: «Mais on s'en bat les couilles, la rentabilité, faire du chiffre d'affaires, il faut avancer» et moi, je disais: «OK, mais comment tu fais pour payer tes salariés?» «Bah, il faut lever, il faut cramer le cash» et du coup, je me disais: «Putain, j'ai rien compris, en fait», tu vois? Donc pour te répondre, hem, non, je pense que l'idée, c'est d'avoir des bonnes fondations, des bonnes bases, tu vois? Et en fait, on a dupliqué le truc, on a fait Paris, puis, le 92, puis Lille, puis Rennes, puis Marseille, puis Montpellier, enfin, tu vois? Je pense que l'idée, Comment c'est d'avoir on, des bonnes fondations. ouais, comment t'as géré justement quand les fondations étaient pas bonnes avec des personnes qui n'étaient pas forcément à leur place? Sachant que c'était toi qui les avais promus, c'était des retours arrière compliqués, des situations humaines compliquées. Ouais, très compliqué, surtout que enfin, je dis ça, mais ça c'est j'ai eu énormément de collaborateurs et s'ils m'entendent, je les remercie pour leur implication, leur investissement, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire décoller l'entreprise. Mais malheureusement, là, je pense à 2 ou 3 personnes avec qui, bah, ça s'est mal passé. Non, bah, c'est des personnes qui étaient de mauvaise foi, qui étaient manipulatrices, qui par le passé avaient déjà, à plusieurs reprises, manipulé les équipes, les supérieurs, et les subordonnés et voilà, j'avais pas contrôlé les références. Grave erreur. Donc si, c'est ouais, c'est dur. C'était ma prochaine question. Ouais, non, mais T'aurais pu, c'est t'aurais pu éviter ces erreurs. Alors, on veut souvent avoir quelqu'un qui paraît bien en entretien, on veut souvent avancer vite et en fait on zappe le contrôle et derrière on se retrouve avec quelqu'un à gérer qui n'est pas forcément toujours la meilleure personne. C'était quoi un peu la culture justement d'Amabilis en général? bah, le 1er pilier, c'était la fiabilité. Tu vois, comme je te l'ai dit, quand tu es handicapé, que tu as besoin de gens, tu dépends d'eux, quoi. Donc ça, c'était vraiment le 1er point. Ensuite, il y avait la réactivité et de façon générale, l'obsession. Bon, je pourrais résumer là comme ça sur je pour je pourrais réfléchir davantage à nos valeurs, puis on les avait rédigées et cetera, mais si je résume, c'était un peu ça, c'était fiabilité, réactivité et obsession de la qualité client. Tu vois, avec une approche vraiment très anglo-saxonne, très américaine surtout, où enfin, en fait, on s'en fout en fait de ce qu'on fait. En fait, l'important, c'est que le client, il soit content, tu vois? Qu'on fasse du social, qu'on vende des chaussures, l'important, c'est est-ce que le client, il est content ou pas? Est-ce que le client, il paye ou pas, tu vois? Pour que les gens comprennent bien et qui peuvent être un peu loin de ces problématiques, la dépendance aujourd'hui, c'est des prestations qui sont prises en charge directement par l'individu ou on est aidé pour avoir accès à ces services? En gros, tu as les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Quand tu es en situation de handicap en France, les aides sont assez, et je dis ça, mais il faut pas que ça s'arrête, sont assez généreuses
Euh, euh, quand on se débrouille bien, et c'est extrêmement laborieux, et c'est très administratif, et c'est très fonctionnaire, et c'est un enfer d'avoir les heures. Mais quand tu y arrives, et il faut pas lâcher, tu arrives à avoir des heures. En revanche, quand tu es âgé, t'as quasiment qu'une aide. Il y a T'as quelques aides, un... le papa, Hmm. mais T'as c'est des pas cas d'aide mineurs. parce qu'en fait c'est culturel ou c'est parce qu'en fait on n'est pas structuré nous aujourd'hui pour prendre en charge nos anciens en termes de pays. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Ouais. Je pense que c'est plutôt ça, qu'il n'y a pas de. Alors, il y a des mutuelles de plus en plus, mais ouais, le financement de la dépendance c'est un vrai sujet, quoi, tu vois. Hmm. Toi, comment dire? Qu'est-ce qui fait que, un moment ou un autre, comment dire? Tu te concentres uniquement sur la dépendance et que tu arrêtes la diversification que tu avais commencé? C'est parce qu'en fait, c'est trop compliqué de gérer les différentes ressources humaines? C'est que tu n'arrives pas à avoir des équivalents temps plein dans tous les métiers? C'est pour deux raisons. La première, c'est que je me rends compte que c'est ce que je connais le mieux, étant moi-même concerné. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, qui dit grande dépendance dit volume horaire important. Et qui dit volume horaire important dit stabilité de l'emploi. Et donc, on arrivait à attirer à nous des profils qui étaient vraiment de qualité, tu vois. Versus des missions éclatées, 1 heure dans le 19e, puis 2 heures dans le 16e, enfin, tu vois. Mmh. Ça, c'est justement une des solutions en fait, de ne pas trop, enfin, qu'un intervenant n'ait pas plusieurs missions, c'est une façon de s'assurer de sa fiabilité, de sa réactivité. Ouais, totalement. Ouais. Et justement, les gens qui viennent travailler, enfin, qui viennent travailler pour toi et qui rejoignent l'aventure, c'est quel profil et qu'est-ce qui fait qu'ils viennent dans ce secteur? T'as des gens qui le font parce qu'ils ont été confrontés au handicap. T'as des gens qui le font par empathie. T'as des gens qui le font parce qu'ils ont besoin de manger. Euh, C'était principalement ça. T'as des gens qui sont. Nous, on recrutait beaucoup de gens qui venaient du service, genre de la restauration, de l'hôtellerie, tu vois. Donc, c'est des gens qui aimaient être au service des gens. Euh, en tout cas, les meilleurs profils, c'était des gens qui venaient de l'hôtellerie, tu vois. Et comment vous avez un processus derrière de formation pour les amener à traiter la dépendance? Ça se passait comment? Non, on n'avait pas de formation. Enfin, au début, en tout cas, pendant les 2 premières années, c'est moi qui les formais. Donc, si, il y avait de la formation, mais c'était pas un truc officiel, tu vois. Et après, on a essayé de le faire, mais c'était plus compliqué parce que c'était à distance, parce que tu vois. Mais Il y si, a si, eu, j'avais rédigé, tu vois, un truc, je formais les collaboratrices, donc, ouais, ouais, si, si, on a essayé. Enfin, je dis pendant 2 ans, c'est moi qui les faisais. Après, on le faisait et par mes responsables de secteur, tu vois. il y a une prime à la marque et à la taille sur ce secteur-là, en fait. Écoute, sans être prétentieux, je crois que nous, on a vendu sur la marque. On avait créé une marque qui était forte, notamment en Île-de-France, qui était reconnue et qui était un peu devenue, qui commençait à devenir la référence dans la prise en charge de la grande dépendance. Et donc, je crois qu'on a réussi à valoriser cette marque-là. Euh, Aujourd'hui, sur le marché, la prime, c'est surtout la prime aux collaborateurs, parce que c'est ça qui est difficile dans ce business-là, c'est trouver des gens de qualité. Et donc, en fait, les boîtes sont prêtes à payer pour avoir des équipes solides, tu vois. Comment tu avais structuré justement ta marque, toi? Le- C'est-à-dire, Ben, est-ce que tu as investi sur le développement de la marque en tant que telle? Est-ce que bah, tu nous as dit que tu avais eu dans un premier temps pour le commercial, c'était toi qui envoyais des flyers directement à des prescripteurs. Dans la ouais, durée, ouais. j'allais rencontrer les centres sociaux, les kinés, les Mm. infirmiers. C'est Ouais. super, ça. Et c'est ce que j'adore faire. Et puis un jour, tu décides de passer à autre chose.
et de vendre. Comment ce processus, en fait, s'est passé? C'est quelque chose qui était mûrement réfléchi? Tu avais déjà été approché avant? Ça s'est passé comment? Et pourquoi surtout? Ouais, alors j'avais été déjà approché, donc la deuxième ou troisième année, on a eu, et c'était très valorisant, et je leur en remercie, des gens qui nous avaient contactés pour nous racheter dès la deuxième ou troisième année. Et à l'époque, c'était pas du tout, enfin, je pensais pas du tout à ça. Et donc, quand j'ai commencé à réfléchir avant la sixième année, j'ai recontacté tout simplement les mecs qui m'avaient contacté. Et à ce moment-là, tu t'es fait accompagner par une banque d'affaires ou tu as tout géré tout seul? Non, j'ai hésité, j'ai fait tout seul, avec un avocat d'affaires. Euh, ouais. Si c'était à refaire, j'aurais peut-être pris une banque, je sais pas. Comment on, comment on se dit que le deal qu'on nous propose est bon? Et qu'est-ce qui fait que tu choisis un deal plutôt qu'un autre? Le premier point, c'est l'argent, on va pas se mentir. Et tous les gens qui te disent c'est pas l'argent, c'est faux. Ou alors, tu vois, si les ordres de grandeur sont que tu vends 100 millions et qu'il y en a un que tu préfères qui te propose 50 000 euros de moins, peut-être, tu vois. Mais bon, enfin là, c'est vraiment à la marge. 99% des gens qui vendent, c'est pour le prix. Donc on va pas se mentir, donc le prix était supérieur aux autres. Et après, parce que voilà, je pensais que le mec qui nous reprenait avait à peu près le même projet, voulait pas dégager tout le monde, faisait du handicap aussi pas mal. Et donc voilà. Mais on va pas se mentir. Là, je lisais justement un livre sur le private equity d'un mec qui s'appelle David Rubinstein, qui interviewe justement plein de gérants de fonds de PE. Et il dit ça, tu vois. Il dit si les gens vous disent que c'est pas le prix, c'est des menteurs. Et donc le mec, tu vois, à 70 ans, il Hmm. a fait je sais pas combien de deals. Et il dit 100% des deals que j'ai vus, la différence, ça se fait sur quoi? Ça se fait sur l'argent, tu vois. Et tous les gens qui te disent oui, je veux que ce soit la même philosophie, blabla et tout, en fait, on s'en branle. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé? C'était te fait te dire, je veux valoriser un patrimoine que j'ai mis en place. Je suis fatigué parce que ça fait déjà 6 ans que je porte la boîte et j'ai envie de faire autre chose. Ouais, c'était trois trucs. C'était un, l'argent. Je me payais pas depuis 7 ans. Et donc, j'avais envie de gagner de l'argent à la fois pour faire des trucs et aussi pour connaître un peu ma valeur, tu vois, sur le marché. Deuxièmement, parce que j'ai été plus stimulé intellectuellement. Ça me saoulait, je faisais tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes problématiques, les mêmes sujets, ça me saoulait. Et la troisième raison, c'est un ensemble de trucs. La pénurie de main-d'œuvre, c'était vraiment très difficile de trouver des gens. Les 35 heures, les règles, le fait d'être dans la dépendance, j'avais envie de faire un truc marrant, m'amuser. Alors, c'est pas être très marrant et j'ai plein de clients avec lesquels je m'entends extrêmement bien. Mais voilà, j'avais envie de changer un peu de champ Hmm. et d'horizon. T'avais pas des envie à un moment de te dire, bah, je recrute un DG qui va gérer un petit peu les parties moins marrantes, et puis moi je m'occupe de ce qui me fait le plus plaisir, je me stimule intellectuellement par d'autres canaux. Ouais, c'était une option. J'y ai réfléchi pendant longtemps et non, j'avais envie de couper complètement, tu vois. Tu disais qu'il y avait des clients avec lesquels ça passait bien. Tes clients à toi, c'était des individuels ou tu t'adressais plutôt à des Ouais. structures? Non, non, c'était particulier. D'accord. Donc il n'y a jamais de clients qui en gros t'ont permis d'apprendre plus et de te structurer plus. Qu'est-ce que tu veux dire par apprendre plus? Bah, souvent, tu as des clients dans des boîtes B2B qui, avec leur niveau d'exigence, t'imposent de te structurer ou de structurer ton entreprise et qui te permettent de passer Si, un ouais. cap. Bah, en fait, j'avais certains clients qui étaient, c'était un peu mes repères, tu vois. C'était des clients qui étaient extrêmement exigeants, mais qui, selon moi, étaient objectifs, tu vois. Parce que tu avais des clients qui étaient à côté de la plaque, qui demandaient des trucs enfin, bon, ok. Et tu avais des clients qui faisaient preuve d'exigence sur des trucs qui, pour moi, étaient essentiels. Et donc, c'était un peu mes repères, tu vois. Je disais, ok, genre là, c'est pas bon. Il faut qu'on corrige ça, il faut qu'on, tu vois. Tu vois, il faut qu'on réagisse. Donc voilà, sur telle situation, ben, on n'a pas été bon. Quel process on peut mettre en place pour que ça se reproduise pas à l'avenir? Est-ce que c'était ponctuel? Est-ce que c'est un truc qui est récurrent? Est-ce que du coup, est-ce que c'est un problème qui n'a pas été remonté dans d'autres agences non plus?
Et du coup, vous capitalisiez sur des playbooks comme ça quand des problèmes vous étaient remontés. Vous êtes structuré comment? Et est-ce que d'ailleurs vous avez utilisé des logiciels ou des systèmes particuliers pour structurer la croissance? Ouais, bah en fait, on essayait de répliquer le truc dans toutes les agences. Tu vois, dès qu'il y avait une bonne pratique, dès qu'il y avait un process, dès qu'il y avait quelque chose qui déconnait, qu'on corrigeait et que ça fonctionnait, bah on l'implémentait direct, tu vois, genre dans l'heure, tu vois. Ouais, bah on utilisait Slack, Monday, Notion à la fin, ou je sais plus si on utilisait Notion à la fin, puisqu'on avait commencé sur Monday, tu vois. Donc ouais, c'est principalement Monday, Slack. Ça s'est passé comment ton départ? Comment tu l'as présenté aux équipes et comment tu leur as présenté le choix d'un repreneur? C'était quelque chose sur lequel tu avais partagé cette idée aux équipes depuis longtemps ou c'était une décision qui était plutôt perso et que tu as travaillé tout seul dans ton coin? Bah, ce qui est dur, c'est que quand tu vends, en fait, enfin, moi, je savais même pas si j'avais vraiment envie de vendre. Première question. Euh, Deuxième question, quand j'ai décidé de vendre, bah, tu sais pas en fait si ça va être signé. Donc, t'oses pas dire le truc si en fait ça se fait pas. Mais je crois, enfin, j'espère que c'est comme ça qu'ils l'ont reçu. J'ai essayé d'être le plus transparent possible en leur disant, enfin, voilà, j'en ai ras le cul, j'ai envie de faire autre chose. Je leur ai dit assez simplement, je crois. Et t'étais pas soumis à la loi Hamon qui fait qu'on doit leur Si. proposer avant si? Si, bah, du coup, on a balancé les mails à tout le monde pour demander. Enfin, cette loi, enfin, c'est une aberration d'ailleurs. On est d'accord. Enfin, t'as l'impression que les mecs, ils ont pas fait. Enfin, je sais pas, ils ont jamais rencontré un entrepreneur de leur vie, ou enfin, je sais pas, avant de faire une loi, il faut quand même creuser un peu le truc. Enfin, pourtant, moi, j'ai fait Sciences Po, et tu vois, à Sciences Po, on nous apprend quand même à faire nos devoirs avant de faire un truc, avant de parler de quelque chose, il faut quand même faire ses devoirs, c'est-à-dire creuser le truc, aller rencontrer des gens, tu vois, comparer les retours du terrain, et pas faire ça dans son coin. Tu te dis, les mecs, donc c'est un enfer ce truc-là, enfin, d'un point de vue administratif, d'un point de vue commercial, d'un point de vue réputation, d'un point de vue risque. Qu'est-ce qui se passe si en fait le truc qui se fait pas? Enfin, je me souviens même plus, tu vois, des détails tellement c'était un truc à la con, mais vraiment, ça m'a, enfin vraiment, j'ai trouvé ça complètement aberrant. Concrètement, entre le moment où tu as décidé, toi, que tu allais recontacter tes anciens, on va dire, enfin, ceux qui t'avaient sollicité, les anciens candidats, et le moment où tu as cédé, il s'est passé combien de temps? Un an, je pense. Un an? Et dans cette année, il y a eu des moments, des hauts, des bas. Tu t'es dit, ça va le faire, ça va pas le faire. Tu as très vite su lequel était ton candidat idéal ou tu as hésité entre plusieurs propositions? Bah, d'abord, j'étais curieux de voir un peu quels étaient les prix qu'on me proposait, tu vois. Hmm. Puis après, non, quand j'ai pris la décision, non, ouais, bah, de toute façon, c'était, ouais, je te dis, enfin, c'était en fonction des prix, tu vois. Hmm. Il y a un mec qui me D'ailleurs, propose question, 10, l'autre 15, l'autre 20, bon, bah, ouais, tu choisis, hein. une société comme Amabilis, qui est une société de service, c'était valorisé sur sur quoi? Sur le chiffre d'affaires, sur la rentabilité, sur la part de marché? Je crois que notre entrepreneur l'a fait sur trois trucs. D'abord, le CA, la rentabilité qui était la nôtre. On faisait une forte rentabilité, surtout les premières années. On était largement supérieur à ce que faisait la concurrence. La croissance aussi qu'on a faite. En 3 ans, on a fait une croissance, ça me donne des frissons, quoi. François, j'ai envie de refaire ça, tu vois. Et je le dis, c'est grâce à mes collaborateurs, grâce aux intervenants, parce que je dis collaborateurs, c'est les intervenants, c'est pas les mecs au marketing et au sales, tu vois. C'est les gens qui étaient sur le terrain, c'était aussi les gens qui étaient dans les bureaux. Et c'est grâce à eux aussi. Tu vois, je pense à certaines personnes qui étaient directeurs d'agence, et c'est eux qui ont fait le succès aussi de l'entreprise, qui étaient d'excellents commerciaux, d'excellents managers. Donc, un, sur le CA.
2 sur la renta, slash, croissance, 1 CA, 2 croissance, 3 renta, et 4, je pense qu'il y avait aussi notre marque, tu vois, qui était intéressante. Et le fait de dire: «OK, cette marque, Amabilis, ils sont la référence». Alors je sais pas ce qu'il en fera, mais c'était ça l'idée, c'était ce que je voulais continuer à faire, c'était devenir la référence dans la prise en charge de la grande dépendance, avec un slogan qui était simple, c'était rendre la dépendance facile. Ce qu'on faisait, c'était rendre facile la dépendance, tu vois. T'as dit que vous étiez justement un peu hors norme en termes de rentabilité. Il y a eu un secret, une méthode Louis Debouzy spécifique pour atteindre la rentabilité, pour être plus rentable que tes concurrents ou pas? Ou toi tu juges que La méthode, c'était se concentrer sur la grande dépendance. Et donc, en fait, on avait beaucoup moins d'aller-retour. Tu vois, nos intervenants, en fait, elles bossaient sur un ou deux clients. Et donc, forcément, bah, il y avait beaucoup moins de frais, tu vois. Donc, déjà, c'était le truc. Et puis après, voilà, les intervenants étaient, je crois, surtout dans les premières années, étaient très satisfaites. Et j'espère que c'est comme ça qu'elles l'ont reçu, parce qu'on essaie au maximum de leur donner le maximum d'argent, le maximum d'heures. Et tu vois, j'avais des personnes qui gagnaient entre 3 et 6 000 euros net par mois, tu vois. Genre ce que personne n'a fait dans le secteur. Et, euh, et c'était trop bien, c'est ce que je voulais faire. Et ça me saoulait, tu vois. Et ça me saoule quand je vois que ces nanas sont payées 1000 balles par mois, euh, alors qu'elles font un taf de ouf, tu vois. dans ta vie de dirigeant, il y a eu des pièges que tu aurais pu éviter? Ouais, bah les références. Contrôlez, s'il vous plaît, les références. On le Contrôlez, tu dira vois, je jamais pense à assez. cette. Quoi? On le dira jamais assez assez. Ouais. T'as été confronté à cette problématique-là aussi? J'ai plusieurs fois, enfin, j'ai publié il y a pas très longtemps un article sur le blog de Scale to Sell qui faut-il mieux avoir un trou ou un trou du cul dans son équipe? Et la première des choses, c'est Non. que tu t'aperçois en discutant avec beaucoup d'entrepreneurs que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est un peu nuisible, c'est que t'as pas fait le contrôle des références, que tu l'as pas poussé jusqu'au bout. Si j'avais fait un call avec deux patrons, deux ex-patrons, ils m'auraient dit. Ils m'auraient dit, elle nous a fait ci, elle nous a fait ça, elle nous a accusé de trucs, on a allé au prud'homme, elle a menti, elle a manipulé, euh, elle a fait exactement pareil. Parce qu'évidemment, j'ai appelé les références après coup, et les mecs étaient là à me dire, mais ne recrutez jamais cette personne. Mais c'était direct, tu vois, c'était même pas, non, peut-être, enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, c'était vraiment tout de suite, quoi. Le mec m'a dit, mais vous êtes qui? Pourquoi vous m'appelez? Le mec était encore, ça faisait 10 ans, tu vois. Il me dit, ouais, j'ai flingué ma boîte à cause d'elle, enfin, genre, tu vois. Donc, bon, donc, contrôlez, s'il vous plaît, les références. Qu'est-ce qui, sur le moment, t'avait amené justement à ne pas contrôler la référence? C'était l'aplomb de la candidate, c'était le fait que tu étais surchargé de travail, que tu n'avais pas la bonne personne aussi pour faire le contrôle de référence? Que j'ai été mauvais, hein, c'est le premier point. Je suis le premier responsable de cette situation. Si c'était à refaire, bon, je pense que je viens d'une famille de gauche et ça a joué. Le fait d'être de gauche, en fait, on m'a toujours dit qu'il fallait faire confiance dans les gens, dans l'humain, machin, etc. Et donc, pour moi, le fait de contrôler derrière, c'était méchant, c'était faux derche, tu vois, pas franc du collier, euh, capitaliste, méchant, quoi. Donc, je pense qu'il y avait de ça un peu. Il y avait le côté à me dire, ouais, je vais pas contrôler les références, ça se fait pas, quoi. Mais si, ça se Il fait. y a eu d'autres exemples que ton milieu ou que ton éducation t'a amené à faire comme erreur? Ouais, peut-être parfois être plus dur, tu vois, dans les licenciements, ou enfin, je touche du bois, j'en ai pas eu énormément. Mais tu vois, par exemple, avec cette personne, là, je te parle de cette personne en particulier, j'aurais dû couper court beaucoup plus rapidement. Là, j'ai minaudé, j'ai essayé de comprendre, d'écouter, d'être gentil, de machin. Et en fait, elle était pas du tout gentille, tu vois. Et elle préparait son coup. Et voilà. Et donc, il faut pas faire preuve de sentiment. Il faut être
il faut être gentil avec les gens, mais dur avec les faits. Je sais pas qui dit ça, mais tu vois, ouais, il faut être dur avec les faits, quoi. Si tu taf, il est pas fait, il est pas fait, c'est tout. Je t'avais demandé de faire, blanc, tu l'as pas fait, bah, voilà, ça fait 3 fois. Bon, ça va pas. Et bon, c'est ce que j'ai fait, tu vois? Mais à chaque fois: «Ah mais non, tu comprends, j'ai pas fait blanc, mais j'ai fait gris et machin et tout». «Ah bon, OK, bah, je te laisse une 7e chance». Et puis en fait non, tu vois? En fait non, c'est-à-dire que tu peux laisser peut-être 2 chances, mais à un moment donné, voilà, si la personne elle veut pas, et c'est ça qui est dur, tu vois? C'est que ce qui est dur aussi, enfin on va pas se mentir, hein, ce qui est dur aussi, c'est que bon, qu'il y a beaucoup d'humains. Moi je crois que je suis quelqu'un de très empathique, et donc c'est bien dans le business, notamment pour la vente. Tu vois, moi, je renifle les gens, comme ça, c'est François Pinault qui dit ça, tu vois? J'adore. Moi, j'essaie de renifler les gens, de savoir si je peux traverser la jungle avec eux. J'essaie de renifler quelles sont les opportunités, là, on peut gagner de l'argent, et cetera. OK. Et je crois que les gens qui sont empathiques sont très forts là-dedans. Mais le pendant de ça, c'est que c'est aussi parfois très dur de se séparer. Tu vois? Parce que tu te dis: «Ouais, mais machin, je suis pas gentil et qu'est-ce qui va se passer?» Bon, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on va pas se mentir, c'est la structure en France qui fait que tu peux pas virer les gens. C'est très compliqué. Va prouver que la personne, en fait, surtout sur des positions de cadre, tu vois? Position de cadre, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de trucs oraux, c'est beaucoup de alors tu peux, et donc ça, c'est notre erreur, c'est que tu peux cadrer dès le début en disant: «Voilà tes objectifs» et cetera, mais moi, c'est pas non plus trop ma moi, je suis très intuitif, tu vois? Moi, ce que Là, j'aime, c'est t'as d'emmener. manqué de structure. Ouais, je pense. Sur cette partie, t'as manqué un peu de structuration? Je pense qu'il m'aurait fallu quelqu'un qui soit, moi, j'aime bien emmener les gens avec moi, tu vois? J'aime bien galvaniser, j'aime bien créer, tu vois? J'aime bien trouver une problématique, trouver une réponse à cette problématique, un produit, un service, emmener les gens avec moi, et puis ensuite, alors j'aime beaucoup processer, tu vois? C'est ce que j'ai fait pour les différentes agences pour Amabilis, j'aime beaucoup le faire, mais ensuite, contrôler, ça me fait chier. Tu vois? Il y a des gens qui sont très bons là-dedans, mais, dire, «Non, on avait dit que la semaine, 32, tu devais faire 3,3, tu fais 3,2, c'est pas bien», genre, tu vois? Ça me fait chier. Hmm. T'es un bon leader, mauvais manager. Je sais pas, peut-être. C'est comme ça que moi je résumerais la situation. Mais voilà. T'as eu d'autres moments et d'autres pièges que t'aurais pu encore éviter, même si ceux-ci sont déjà pas mal. Ouais, non, c'est vraiment référence, c'est ça la difficulté, quoi, numéro un. Puis après, ouais, si c'était à refaire, peut-être que j'aurais fait, je sais pas, peut-être que j'aurais levé un peu en equity ou en dette, j'en sais rien, mais peut-être que j'aurais, peut-être dû parler à des gens avec qui je me sentais de parler, tu vois? Genre, j'ai toujours été attiré, par exemple, par les fonds de private equity. Je sais pas pourquoi, moins par les fonds de VC, tu vois? Genre, je sais pas, je trouvais qu'ils étaient ça c'était pas la même chose, quoi. Tu vois, les mecs en fonds de PE, j'ai l'impression qu'on parlait le même langage. Tu vois, on parlait de chiffre d'affaires, on parlait de rentabilité, on parlait de bon sens, et j'osais pas trop y aller parce que, je sais pas, là, déjà parce que je me disais que c'était un autre monde, que voilà, moi j'étais trop petit, que machin, et surtout parce que, bah, à l'époque, c'était vraiment la mode, tu vois, des VC, quoi. Puis tous mes potes, qui voilà, tout le monde voulait faire du VC, enfin, tu vois? Et du coup, je pense que, ouais, parler, tu vois, ou soit des entrepreneurs, soit à des fonds de PE, tu vois, ça m'aurait fait, je pense, du bien, quoi. Est-ce que justement tu t'étais mis un peu une hygiène personnelle de participer à des réseaux, participer à des événements pour rester un peu moins isolé en tant que dirigeant? Ouais, moi, j'avais les dents qui rayaient le parquet, donc ouais, tu sais, je suis handicapé. Quand tu es handicapé, tu as besoin d'argent, et donc voilà, moi, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de faire des trucs qui m'amusent aussi, mais voilà, je le dis de façon tout à fait, assumée. En France, c'est très mal vu, mais voilà, moi, mon objectif, c'est gagner de l'argent pour être libre, et faire ce que je veux quand je veux, tu vois?
Et pourquoi je te dis ça? Parce que, bah, du coup, ouais, je me suis foutu dans tous les clubs. J'ai même rejoint la franc-maçonnerie pendant 1 an, parce que, tu sais, moi, j'étais resté un peu dans les années 80-90, donc j'avais vu que c'était un moyen de faire du bise, de rencontrer des gens, machin. C'était nul. Je suis resté 1 an. Enfin, je respecte les gens qui y sont et voilà. En tout cas, moi, ça m'a pas du tout plu. Je suis peut-être mal tombé, je suis peut-être pas à la bonne obédience, peut-être pas à la bonne loge, bon, peu importe. Mais c'était vraiment, enfin, mais je suis content de l'avoir fait parce que c'était une expérience, tu vois, sociologique intéressante. Et puis voilà, après, j'étais dans plein de clubs d'entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, des start-upers, des trucs, des machins. J'étais chez Croissance Plus pendant longtemps, qui était franchement, qui était pas mal, qui m'a beaucoup apporté. Voilà. Et tu t'es fait coacher dans ces 6 années de dirigeant ou tu es resté seul? Euh, Bah, pas vraiment, hein. Non. J'aurais aimé. Bah, on en T'aurais parlait là aimé? en amont, en introduction, mais Ouais. ouais, je pense que c'est bien de se faire. Alors, du coup, je me méfie un peu des coachs parce que c'est souvent des gens qui ont rien fait de leur vie, qui se donnent des conseils, donc j'aime pas trop. Je les trouve souvent un peu full of shit, tu vois. Mais ouais, des mecs qui ont été, tu vois, dans la même histoire, quoi, qui se sont fait niquer par leurs collaborateurs qu'ils avaient promus, qui se sont fait niquer parce qu'ils n'avaient pas contrôlé les références, qui sont frustrés parce qu'ils auraient pu aller plus vite en levant de l'argent. Enfin, ouais, peut-être que ça Mhm. m'aurait fait du. Ouais. Cette aventure entrepreneuriale, c'est quoi la plus grosse conséquence sur ta vie perso? Bah, je faisais que ça, quoi. Et tu vois, d'ailleurs, je me souviens quand j'étais dans cette loge en franc-maçonnerie, tu vois, c'était tous les mardis, et c'était à 20h, et en fait, ça me faisait chier. Parce que mon truc, c'était, j'avais pas fini mon travail, quoi. Et être là avec mon tablier de bébé et mon épée, et à parler, à faire semblant de parler de sujets philosophiques, et à dire qu'on est pas du tout croyant, mais en fait, on refait tout ce qui est les mêmes rites qu'il y a dans une église, tu vois, le chandelier, la bougie, il faut passer par là, surtout pas par là. Il faut demander l'autorisation au grand vénérable de prendre la parole. Enfin, je trouvais que tout ça était complètement. Mais, bon, mais je respecte les gens qui sont dedans, mais puis, et puis voilà. Et puis les gens qui étaient dedans, je trouve, étaient complètement à côté de la plaque. Enfin, genre, c'est des gens qui étaient frustrés, tu vois, des gens qui voulaient en être, quoi. Ça me faisait penser un peu à tu sais, à une soirée au lycée à laquelle t'as pas été invité, quoi. Et donc, il y a les rumeurs, il y a qui a embrassé qui, qu'est-ce qu'on fait, le côté élitiste, le côté élite. Et là, c'est un peu Mhm. pareil, tu vois, ces gens qui ont 50 piges, ils disent putain, j'ai jamais été invité aux soirées au lycée. Bah là, je suis dans un truc un peu élite, secret, rumeur, tu vois. Et donc, bon, ça me faisait en boucher. Et les gens qui étaient là-bas, c'était, je te dis, il y avait des énarques, il y avait des patrons, il y avait des comptables, je les trouvais complètement bidons. Tu vois, le but de la franc-maçonnerie, c'est magnifique. C'est de chercher à De s'améliorer s'élever. en tant qu'homme. C'est de polir la pierre, comme ils disent, et de trouver que, voilà, en fonction de l'obédience, croyante, pas croyante, voilà, il y a la notion de grand architecte de l'univers, essayer à son petit niveau, donc c'est magnifique. J'adore. C'est ce qu'on devrait tous faire. C'est de s'améliorer, de devenir la meilleure version de soi-même, comme on dit dans les livres de développement personnel. Mais là, je trouvais que c'était bidon. Tu vois, je me souviens notamment d'un énarque qui me faisait la leçon, qui disait: «Ouais, mais toi, t'as pas du tout la lumière. Ah bon, parce que toi, t'as la lumière.» Enfin, genre, tu vois, c'est n'importe quoi. Et genre, et bon, bref, du coup, c'est rigolo, ça fait des trucs à raconter. Mais donc, du coup, pourquoi je fais ça? Parce que du coup, bah, typiquement, ça me faisait chier. On arrive à 20h. Bah, en fait, j'avais pas fini le travail. Et donc, bah, l'impact, c'est que l'entrepreneuriat, ça prend toute ta vie, quoi. C'est une obsession, c'est une passion, tu vois. C'est plus Et qu'une comment, passion, en fait, c'est une obsession. hein, et comment les gens qui sont autour de toi l'ont vécu et est-ce que tu as vu un regard compassionnel, pas forcément sain, du fait de ta situation personnelle? En fait, je veux pas faire, tu vois, du grand guerrier, machin et tout. Mais en fait, enfin, force est de constater que l'entrepreneuriat, ça prend tout ton temps, et il faut que ton entourage comprenne et soit en soutien, sinon ça marche pas, quoi.
Ça marche pas. Tu penses à ta boîte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est même pas du travail, en fait. C'est ta passion, c'est ton obsession. Quand tu es obsédé, c'est ce que je mettais dans un post LinkedIn, c'est pathologique. Mais c'est au sens psychiatrique du terme, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une idée fixe. Et même toi, tu te dis, mais attends, je suis un malade mental ou quoi? Genre, bah, c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Alors, c'est pas très mignon. Ça donne peut-être pas envie, mais j'ai l'impression qu'il y a de ça quand même. Je pense que à titre perso, je pense que tu ne peux pas faire de séparation entre ta vie privée et ta vie pro à partir du moment où tu es entrepreneur. Et ce qui a des Ouais, avantages, c'est que tu as une certaine flexibilité par moment, mais ce qui a des inconvénients, c'est que tu es moins disponible pour ton entourage à d'autres. Voilà. ouais. Et Bah, toi, t'as dû ou vivre pour ça ça, quand t'es passé de 0 à 100 salariés. c'était compliqué avant, pendant, après. Ouais, C'est un sujet sur lequel je reviens pas forcément dans les entretiens, mais oui, oui, moi je trouve que tu peux plus faire la séparation et en fait tu es habité d'une mission. Tu n'es pas un chef d'entreprise, tu es un entrepreneur. Moi je fais une grande différence dans les deux. Tu n'es pas à diriger quelque chose, tu es là à incarner quelque chose qui est ancré en toi. Donc tu ne peux pas faire la séparation. C'est impossible, à part être schizophrène, ce qui est une autre pathologie. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer et qu'on t'a pas dit? contrôle les références. Ça, je crois que ça sera le titre de cet épisode. Euh, c'est quoi ton nouveau projet? Mon nouveau projet, c'est Lehman Capital. C'est un family office pour entrepreneurs. Et donc, on accompagne des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise sur la partie réemploi, 150 OBTR, sur la partie réinvestissement. On les accompagne aussi sur la partie optimisation fiscale et gouvernance. Et on les accompagne sur un sujet qui est souvent tabou et peu traité. C'est l'accompagnement sur l'aspect plus psy émotionnel qui est consécutif à la vente de sa boîte. Et c'est un truc que j'ai découvert moi-même en vendant ma boîte. Je sais pas si tu as été concerné aussi, mais tu travailles sur ta boîte pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est une extension de ton identité finalement. Tu vends du jour au lendemain. C'est comme si en fait on te coupait un bras, quoi. Et donc en fait souvent les retombées sont assez violentes. Et pour des gens qui souvent sont assez rationnels comme nous, comme toi et moi, comme tous les entrepreneurs, on comprend pas, quoi. On se dit, mais putain, j'avais envie de vendre, j'en avais marre. Alors, ça dépend des situations, évidemment, mais. Et donc, j'ai mis en place un programme un peu dédié avec, tu vois, des psys, avec des coachs sportifs, des coachs nutritionnels en nutrition. Et donc, l'idée, tu vois, c'est d'avoir un rééquilibrage à la fois psy et nutritionnel, avoir du coup c'est pas très vendeur, mais c'est un club, si tu veux, le club des alcooliques anonymes, mais pour entrepreneurs dans leurs 300 mètres carrés. Mais je dis ça un peu en déconnant, mais tu vois, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut accompagner? Alors, il y a des gens qui n'en ont pas besoin, mais d'autres qui euh, souvent me font, tu vois, ça fait quelques mois du coup que je travaille sur les Man Capital, et les entrepreneurs que je rencontre me disent, c'est vrai qu'il n'y a pas c'est pas du tout traité, tu vois, dans la littérature business, l'après. Qu'est-ce que tu fais une fois que Le tu as de sas de l'argent et que tu as du temps? décompression. Ouais. Exactement. Et donc, voilà, on a mis un programme pour le moment qui est un programme «wellness» entre guillemets. Donc je te dis, tu vois, avec 2 semaines, dans un spa avec, un coach sportif, un coach nutritionnel, en nutrition pardon, hem et hem et l'idée c'est de faire rencontrer aussi des entrepreneurs qui ont vendu, leur entreprise et qui ont vécu ce moment de down. Donc voilà, donc c'est anecdotique, c'est pas le cœur du family office, mais c'est un point qui m'importe, beaucoup. Et voilà, donc du coup, bah, sinon sur la partie numéro 1 qui est du coup la gestion de son capital, c'est, tu vois, j'ai screené le marché, j'essaie de proposer des opportunités dans toutes les thématiques, les fonds, heu, des fonds de VC, des fonds de PE, des marchands de biens. Je travaille avec des marchands de biens. Alors je veux pas démultiplier les partenaires, mais avec des gens qui sont solides, qui font preuve de bon sens. Tu vois, notamment, je travaille avec un mec que j'adore qui travaille beaucoup à Montreuil
qui fait des opérations de biens là-bas, et ça marche très bien, et les rendements sont extrêmement solides. Le mec est top, enfin, j'adore. Mais on travaille aussi avec des fonds de PE très connus, KKR, on travaille avec Blackstone, on travaille avec Goldman Sachs pour les fonds de dette. On regarde beaucoup tout ce qui est fonds de dette aussi. Donc ça, c'est mon projet principal. Et le deuxième projet sur lequel je travaille en ce moment, qui est connexe, qui est complémentaire de Lehman, c'est, donc je sais pas si tu connais Altaroc. Ouais, Altaroc, en fait, c'est une plateforme qui te donne accès à un fonds de Je connais fonds. pas. C'est un fonds de fonds et ça te donne accès. D'accord. Donc, je sais pas si tu sais, mais donc les fonds de PE très connus, très cotés comme KKR ne sont pas accessibles au tout venant puisque les tickets minimums sont très élevés. Enfin, en vrai, c'est accessible, mais il faut mettre 1 million, 5 millions. Et donc, évidemment, tout le monde ne peut pas mettre ces tickets-là. Et donc, en fait, Altaroc a créé un fonds de fonds qui te permet d'investir à partir de 100 000 euros dans ces fonds très prestigieux. Tu vois. Et donc, bref, pourquoi je te dis ça? Parce que je voudrais faire la même chose dans les fonds de dette. Donc, en fait, je voudrais créer un fonds de dette, un D'accord. fonds de fonds qui investit dans les fonds de dette. Et les fonds de dette, pareil, sont assez difficiles d'accès. Les tickets minimums, tu vois, par exemple avec Goldman Sachs, avec qui on travaille et qui propose des choses vraiment très intéressantes, le ticket minimum, c'est 1 million. Et il y a beaucoup de fonds qui sont à 5 millions. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir donner accès à des gens, donc des investisseurs professionnels avisés qui ont un budget de 100 000 euros. Et donc, à partir de 100 000 euros, de pouvoir investir dans ces fonds de dette qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue couple rendement. C'est. Ouais, pardon. Donc, je te disais, donc, du coup, donc l'idée, donc, c'est de créer un fonds de fonds qui permettent à des investisseurs d'investir à partir de 100 000 euros dans des fonds de dette qui sont extrêmement intéressants parce que ça produit du rendement, 10% net en moyenne par an sur ces 10 dernières années. C'est un truc de dingue. Et avec un couple rendement-risque qui est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est le deuxième projet sur lequel je bosse, qui est complémentaire de Lehman. C'est un projet, c'est un produit qu'on proposerait parmi d'autres. Mais donc, ça s'appellerait CATZ, K-A-T-Z. Et l'idée, tout simplement, c'est de créer un peu le Altaroc de la fondette. Putain, attends, excuse-moi, j'arrive pas à parler. Donc l'idée, donc attends, je reprends. Donc l'idée serait de créer le Altaroc des fonds de dette. Altaroc aujourd'hui, c'est que avec des fonds de PE. Alors il y a le concurrent d'Altaroc qui s'appelle Private Corner. Et Private Corner vient d'annoncer qu'il lançait justement la possibilité d'investir et de souscrire à des fonds de dette. Et donc c'est très bien. Ça veut dire que ça nous conforte dans l'idée qu'il y a un truc à faire et qu'il y a une tendance clairement. Voilà en quelques mots. lehmancapital.com, qui est du coup mon family office pour entrepreneurs. Je travaille avec des entrepreneurs qui ont vendu entre 3 et 50 millions d'euros. Et je te dis, on travaille avec plein de partenaires qui sont top. Mais et si tu veux, l'idée, et moi, ce qui m'a manqué quand j'étais client ou potentiel client de ces banques privées CGP, quand j'ai vendu ma boîte, c'était le fait d'avoir quelqu'un qui soit pas intéressé. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le marché est dominé par des CGP qui sont intéressés, donc en fait, ils te vendent leur merde, sur lesquels ils touchent des rétros. Tu comprends rien, c'est opaque. Et surtout, j'ai besoin de quelqu'un, tu vois, qui va me dire, OK, t'as tant, voilà ce qu'on peut faire, et qui a une approche entrepreneuriale. Voilà, tous les mecs que j'ai rencontrés, c'est pas des entrepreneurs. C'est des consultants, c'est des gens qui sont diplômés en gestion de fortune. Si tu as besoin d'être diplômé en gestion de fortune, tu as besoin d'être diplômé surtout en entrepreneuriat Hmm. et en concret. Moi, ce que je veux, c'est du concret. C'est pas des gens, tu vois, qui vont t'expliquer que moi, ce que je veux savoir, Hmm. et en tant qu'entrepreneur, c'est très important. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un lien entre ce que tu as décrit sur le besoin initial d'Amabilis qui était du service et ce que tu décris aujourd'hui sur le domaine de la gestion privée, c'est que en France et en Europe en particulier, en général, on n'a pas l'habitude de payer le service et que les CGP aujourd'hui sont des gens qui sont intéressés parce qu'ils touchent des commissions, mais parce qu'en fait, surtout, les clients ne veulent pas payer le conseil qui ferait qu'ils n'ont pas besoin de toucher ces commissions. C'est vrai, tu as complètement raison. Et c'est justement une question que je me suis posée quand j'ai créé Love Lehman. L'idée, c'était de proposer vraiment un service d'entrepreneur à entrepreneur et pas de consultant à entrepreneur. J'ai beaucoup de respect pour les consultants, mais
je trouve que souvent ça fonctionne pas. Quand tu as vendu ta boîte, que tu as 10, 15, 100 millions sur ton compte, t'as pas envie d'avoir un mec en face de toi qui est consultant. Tu as envie d'avoir un mec qui est dans le concret, qui est pragmatique. Et pour te répondre sur l'aspect, est-ce que on est prêt à payer pour le service en France? Bon, il y a un sujet aussi qui est vrai, on va pas se mentir, et je leur souhaite de réussir et je leur envoie beaucoup d'amour. Mais ça sert à rien en fait, un CGP ou une banque privée, ça sert à rien. Ils te prennent entre 0,30 et 1% de ta fortune. Ok, au début, tu as besoin d'un fiscaliste, tu as besoin de faire une allocation d'actifs, puis ensuite on se parle une fois par an et encore. 1% de ta fortune pour ça, ou même 0,40, ou si les gens, tu vois, tu as des CGP qui vont prendre 0,30, 0,50 et qui derrière se payent en rétrocom. Euh, je me dis qu'il y a un problème. Et donc là, ce que je voudrais, mais je te dirais, peut-être que le marché marche très bien comme ça et que j'ai rien compris et qu'il faudrait que je fasse la même chose. Mais moi, j'ai pas envie de fonctionner en rétro et j'ai pas non plus envie de fonctionner en honoraire, ou en tout cas, j'ai envie que ces honoraires, ils soient vraiment, qui reflètent vraiment ce que j'apporte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis posé la question en fait. Pourquoi tu es prêt à payer 500, 1000, 3000 euros par mois pour un family officer? En vérité, c'est plus pour l'aspect conciergerie et secrétariat privé. Et tu vas pas payer quelqu'un 5000 euros par mois pour qu'il te dise tiens, j'ai un notaire qui est spécial, qui est génial, tu as besoin de faire un Dutreil ou tu as besoin de faire une structuration de ton patrimoine. Ok, je te prends 5000 euros par mois, tu es d'accord? Je pense qu'il y a un problème. Peut-être que j'ai rien compris. Peut-être que les gens, les entrepreneurs sont prêts à payer ça, et très bien. Moi, ce que je me dis, c'est ok, mettons en place un club. Et donc, Lehman, ça fonctionne plus comme un club, tu vois, d'entrepreneurs. Ok, on a des contacts, très bon. J'ai les meilleurs fiscalistes, j'ai les meilleurs notaires. C'est des mecs qui sont solides, qui racontent pas n'importe quoi, qui sont pas dans la lune et qui sont concrets. Mais surtout, ce que je vais t'apporter, c'est évidemment la gestion de capital. Si tu as envie que je gère ton capital, bah moi, je travaille avec les meilleurs fonds. Ok. Mais aussi, ce que je vais t'apporter, c'est en fait un système de secrétariat très simple. Quand tu vends ta boîte, tu achètes 2 chambres de bonne, tu ouvres un compte titre, tu investis dans 7 startups. Tu comprends plus rien. Tu as les tableurs Excel, c'est dégueulasse, etc. Moi, j'aimerais bien avoir. Et l'idée, c'est, tu vois, on peut même utiliser un peu de d'IA, tu vois, c'est ce qui va se faire avec les vannes, pour avoir un résumé tous les mois de ta situation patrimoniale. Ok, genre, tu as investi dans 3 startups, il s'est passé telle et telle news pour telle startup, tel appartement t'a rapporté tant. Tu vois, j'ai 3 appartements. C'est géré par la forêt, et ils s'en occupent très bien, et je suis très content. En revanche, le suivi, c'est horrible. Tous les mois, ils m'envoient 3 mails distincts correspondant aux 3 appartements différents, avec un PDF dans lequel il y a 6 pages, et le PDF, tu comprends rien. La police, si tu n'arrives pas à lire. Les virements ne correspondent jamais à ce que je perçois sur mon compte bancaire, donc à chaque fois, je suis obligé de demander. Ah oui, mais parce que là, c'est une reprise de travaux, et machin. En fait, tu peux pas me mettre en énorme. Je sais pas, t'as touché 800 euros, moins 150 euros parce qu'il y avait la bouilloire. Tu vois, genre, un truc simple, tu vois, comme ça. Mais ça pour tout. Pour les startups dans lesquelles tu as investi, pour tes comptes titres, pour l'œuvre d'art que tu as acheté, que tu aimerais bien, que tu es en train d'essayer de revendre. Tu vois, genre, des trucs vraiment simples. Et ça, je me dis que les gens seraient peut-être prêts à payer, tu vois, 500 euros par mois pour avoir un service de conciergerie. Tu as besoin d'organiser ta vie, tes voyages, etc. On s'en occupe. Tu as besoin de déclarer tes impôts, on s'en occupe. Et tu as aussi besoin, tu vois, de gérer l'aspect administratif chiant, on s'en occupe. Et ça, je me dis, tu vois, c'est un peu le récurrent, tu vois, qui me semble le plus justifié aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu le projet avec les mâles. Et voilà, y avoir différentes catégories de prix. Et donc voilà, si on te gère ta fortune, que ce soit peut-être pas 500 euros, mais un peu plus, mais tu vois, avoir quand même des niveaux de prix qui soient quand même moins déconnants que ce qui se pratique sur le marché. Et du coup, aujourd'hui, c'est un projet que tu reportes tout seul ou là aussi, où tu t'es associé pour ce projet? Alors, je suis pas associé, je suis solo fondeur, solo associé. En revanche, je travaille avec des partenaires, notamment Philippe Lawrence, qui est avocat fiscaliste, qui s'occupe de toute la partie fiscale, et c'est l'avocat le plus solide que je connaisse. Et je viens d'une famille d'avocats, donc je connais un peu euh, ces animaux que je respecte et que j'aime beaucoup, mais en tant qu'entrepreneur, on a souvent beaucoup de mal à communiquer avec les avocats, parce que les avocats sont pas des entrepreneurs. Enfin, ça dépend.
Ça dépend. Tu as des avocats qui créent leur cab, qui cherchent du business, donc ça, c'est des entrepreneurs. Mais souvent, leur logiciel n'est pas du tout entrepreneurial. N'est pas calé, en tout cas, sur des référentiels d'entrepreneurs. Et donc, notamment au niveau de la prise de risque, on se comprend pas. C'est-à-dire que quand tu demandes à un avocat, moi je prends toujours cette métaphore-là, est-ce que je peux traverser le passage piéton? Bon, en fait, les réponses des avocats, c'est toujours, en fait, oui, si c'est le passage est vert pour les piétons, tu peux traverser, mais en vrai, c'est quand même risqué parce qu'un mec peut débouler à tout moment. Donc, en fait, moi, je te conseille plutôt d'acheter 2 tanks que tu places de chaque côté du passage piéton. Comme ça, là, tu limites ton risque. Mais en vrai, là, le risque, quand tu vas marcher sur le truc, il peut s'écrouler parce que ça se trouve, en fait, le ciment a mal été coulé et machin. En fait, tu fais rien. Ou alors, ou alors, il te faut beaucoup d'argent pour acheter les 2 tanks, à mettre de chaque côté, refaire le ciment, comme ça tu es sûr, tu as encore moins de risques de tomber. C'est pas possible en entrepreneur quand tu lances ton business, c'est pas possible. Tu es très souvent obligé de traverser au feu orange ou de traverser au feu vert en prenant le risque que peut-être un mec va débouler, tu vois? Et ça, c'est souvent un truc qui revient systématiquement chez les entrepreneurs, c'est: «Putain, les avocats, ils on se comprend pas, quoi». Et bref, et donc Philippe Laurent, c'est un mec qui est pas du tout comme ça, qui est ultra solide, qui est franc, les calls, ils durent 5 minutes, il va droit au but, j'adore. Et ensuite, je travaille avec des gens pour chaque autre thématique, pour le côté pour le marchand de biens, et l'idée, si tu veux, c'est de construire cette équipe progressivement, peut-être m'associer un jour, mais voilà, aujourd'hui où on en Eh est. ben, écoute, merci pour ce témoignage, en tout cas. Merci pour cette explication du projet Lehman. Si des auditeurs souhaitent te contacter, le meilleur canal, Le meilleur canal, c'est LinkedIn ou lehmancapital.com. Lehman avec 2 N, Lehma 2N capital.com ou sur LinkedIn. ok. Est-ce qu'il y a un entrepreneur que tu me suggérerais d'inviter et auprès duquel tu pourrais recommander cette émission? Ouais, Vincent Massé, à qui j'ai parlé hier soir, qui a créé une boîte qui fait du conseil en financement et qui, je connaissais sa boîte, mais je connaissais pas la croissance qu'il avait faite, qu'il avait pu réaliser. Et enfin voilà, ça m'a impressionné. Il m'a raconté ça hier. Donc ouais, je pense que Vincent pourrait être, s'il est Eh ben, je vais disponible. le contacter de ta part alors. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Louis, et Merci à toi, François. bonne continuation pour Lehman Capital. Bah écoute, À on très reste en contact. bientôt. Salut, Génial. À bientôt. ciao.